Ce film n'a pas l'ambition d'être exhaustif. Il donne la parole à des professionnels, des familles, des personnes victimes de lésions cérébrales acquises par traumatisme crânien, tumeur au cerveau, AVC, anoxie cérébrale. Ces lésions entraînent des séquelles plus ou moins nombreuses, sévères et durables sur le plan moteur, sensoriel et cognitif. La personnalité même du blessé est gravement affectée, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Il lui faut progressivement se reconstruire. Pour sa famille et ses proches, c'est aussi un traumatisme majeur. Je m'appelle Jean-Fabrice, donc j'ai 43 ans et j'ai eu un accident à la circulation, mobilette, j'avais 17 ans et j'ai accompagné un copain chez lui dans un petit village et j'ai tapé dans un camion et j'avais un casque, c'est ça qui m'a sauvé, quoi. Et donc je suis tombé dans le coma profond et après je me suis réveillé plusieurs mois après à l'hôpital et c'était quelque chose de dur, quoi. Le gros problème, c'est la mémoire, la fatigue, le problème de dos, de mes yeux, concentration. Et puis au niveau du côté droit et du côté gauche, j'ai une coordination. La coordination se fait pas trop bien, quoi. Alors, il y a de nombreuses causes de lésions cérébrales acquises qui varient en fonction de l'âge beaucoup. Alors, chez les jeunes, la cause la plus fréquente, ce sont les causes traumatiques, donc les traumatismes crâniens par accident de la voie publique, de sport, des chutes, des agressions. Chez les personnes un petit peu plus âgées, mais ça peut se rencontrer à tous les âges de la vie, la cause probablement la plus fréquente, ce sont les accidents vasculaires cérébraux, les ruptures d'anévrisme, les hémorragies, les ramollissements cérébraux, qui sont très fréquents. C'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Alors ça, ce sont les deux causes principales. Mais à côté de ça, il y a d'autres causes qui sont un petit peu moins fréquentes, mais qu'on rencontre également souvent tout de même, notamment les anoxies cérébrales suite à un arrêt cardiaque, et puis les tumeurs cérébrales également, qui peuvent survenir à tous les âges de la vie. D'autres causes plus rares, comme les encéphalites par exemple, des maladies infectieuses, se rencontrent également parfois. Maintenant, je me sens complètement prise en charge. Je me sens... je sais pas comment expliquer. Je me sens comme un fantôme. Je suis moi sans être moi. Parce qu'il y a... il faut que j'obéisse à des règles que j'avais pas auparavant. Avant, j'étais quelqu'un de complètement autonome, de complètement... je gérais ma vie, ça a été comme... Tout a été cassé, en fait. Les personnes qui souffrent de séquelles de lésions cérébrales ont besoin d'une prise en charge assez spécifique, assez spécialisée, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des troubles complexes et sévères, beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à prendre en charge que des troubles orthopédiques, des fractures, par exemple. Donc, ce qui demande vraiment une approche très spécifique et des compétences très pointues, ce sont les troubles cognitifs. Parce que là, on est vraiment face à des troubles complexes, des troubles de la communication, des troubles de l'interaction sociale, des troubles de la mémoire, de l'attention, du jugement, du raisonnement. Donc c'est des troubles qui sont parfois difficiles même à mettre en évidence, à comprendre. Quand on n'a pas l'habitude, on peut parfois passer à côté, en fait, ne pas s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on parle souvent de handicap invisible. Donc déjà, il faut déjà avoir de l'expérience, du savoir-faire, des outils d'évaluation très spécifiques et adaptés pour pouvoir détecter ces troubles, ne pas passer à côté, les mettre en évidence, ce d'autant que parfois les patients n'en ont pas bien conscience eux-mêmes. Donc déjà, rien que la mise en évidence de ces troubles est difficile et demande vraiment des compétences pointues. Il faut des professionnels spécialisés. Ce qui différencie le traumatisme crânien chez l'enfant et chez l'adolescent, c'est que, contrairement aux idées reçues, le pronostic chez le jeune est bien plus grave que chez l'adolescent et a fortiori chez l'adulte.
l'enfant a à se construire, il a tout un potentiel à développer, et plus la lésion survient jeune, plus les apprentissages qui devraient être faits sont importants, et donc plus les conséquences vont être importantes. Oui, le traumatisme m'a certainement bloqué pas mal. Oui, ce qui a changé certainement, ce sont les désirs de faire quelque chose, que ce soit matériellement ou physiquement. Et je me refais petit à petit, j'espère. Les blessés, et particulièrement les traumatisés crâniens, ont souvent, pour une grosse majorité, des troubles du comportement. Ces troubles du comportement se traduisent soit sur un versant apathique, voire aboulique, avec des personnes qui sont capables de rester une journée entière assises dans un fauteuil sans rien faire, sans initier d'activité. Il y a des troubles de l'initiative, de la motivation. Il n'arrive pas à mettre en place l'activité, mais à déclencher. On dit qu'il y a le starter qui ne fonctionne pas, et on n'arrive pas à enclencher l'action. Et ces blessés ont beaucoup de mal à initier une activité. Avoir une famille, avoir une femme, avoir des enfants, je pourrais en avoir, mais des fois, par rapport aux autres, j'ai des fois beaucoup de mal aussi. Ça serait plutôt par rapport à ça, parce que au niveau du travail, j'ai la chance d'en avoir un. Bon, je travaille à mi-temps, et je suis avec des gens assez formidables, mais c'est vrai que dans le passé, j'ai travaillé dans le privé, et les gens, au bout d'un moment, les gens s'aperçoivent que je suis un peu différent, puis les gens, ils m'envoyaient, quoi, ils me gardaient pas. Je me sens perdue, inutile. Ce que je voudrais, moi, c'est revenir quelques années en arrière et puis effacer tout ça pour pouvoir reprendre ma vie d'avant et reprendre ma petite fille, m'occuper d'elle, puis m'occuper de ma maison, de tout ça. Pas être prise en charge comme je suis prise en charge là. Parce que c'est ça qui est dur, en fait. C'est de se sentir comme un pion qu'on déplace. Ça, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont altérées au niveau des fonctions cognitives et qui vont entraîner en vie quotidienne des troubles très très importants qui malheureusement sont invisibles. Ça passe inaperçu et souvent ils n'ont pas conscience de leurs difficultés. Ma vie n'est plus la même puisque avant j'avais la liberté de mes actions et qu'aujourd'hui je suis dans un immeuble. À ne pas pouvoir sortir dans la rue, voilà. Et je peux pas gérer mon entreprise. Donc je reste ici et j'essaie de récupérer de la mémoire au maximum. Et mon travail me manque, ma famille aussi. Ça a cassé ma vie familiale, entre autres. Et puis je suis divorcé, mes enfants ils sont partis un peu partout, mes 4 enfants. La maison est vendue, l'automobile aussi. Il n'y a plus rien, quoi. J'en souffre parce que bon, les gens, en me voyant, en me connaissant, en me voyant, ils disent souvent, c'est quelqu'un de normal, c'est quelqu'un comme tout le monde. Et puis lorsque je parle avec eux, ou que je les reconnais pas, ou j'oublie quelque chose, ou on sort et puis qu'il faut que je fasse un gros effort physique, j'ai du mal. Et là, les gens se disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque je leur dis que j'ai un traumatisme crânien, les gens sont, qu'est-ce que c'est bizarre. C'est un petit...
on dirait pas qu'il est fou, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Parce qu'on parle très peu de ce genre de choses, quoi. On a eu un accident de la circulation, mais qu'est-ce que ça amène, on ne sait pas. Un accompagnement de la famille est nécessaire pour les aider à comprendre ce qui se passe. Parce que souvent, moi, j'ai des familles qui me disent « mais il est devenu fou ». Et ce qui est caractéristique des troubles du comportement, quand on compare ça aux troubles psychiatriques, parce que c'est pas un trouble psychiatrique, ils sont pas fous, c'est le changement par rapport à avant. Et c'est pour ça que nous, dans notre profession de psychologue et de neuropsychologue, on interroge systématiquement, quand c'est possible bien sûr, les familles, parce que c'est eux qui décrivent le mieux cette modification du comportement, en tout cas en phase initiale. Quand un traumatisme crânien survient dans une famille, il faut s'imaginer que ça, bien sûr, ça va bouleverser la vie de la personne elle-même, mais ça bouleverse toute la famille autour. Parce qu'un traumatisme crânien, ce sont des troubles du comportement, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention. C'est une personne complètement différente avec laquelle il faut avancer. Et on a tendance à oublier les autres membres de la famille qui sont autour, ou même à ne pas porter le même regard, ou avoir envie d'avoir les mêmes attitudes par rapport à cette personne traumatisée crânienne. Et ça crée des tensions au sein de la famille. Et puis c'est vrai qu'on oublie les autres enfants parce qu'ils nous paraissent aller bien. Donc on se dit ils sont bien, on ne va pas s'occuper d'eux. Et finalement, on verra les dégâts beaucoup plus tard. Donc c'est quelque chose de très important. Le traumatisme crânien, c'est un traumatisme de toute la famille. Il faut prendre en charge la famille au même titre que prendre en charge le traumatisme crânien, parce que la famille, elle est acteur de la prise en charge. Et pour qu'elle reste acteur de la prise en charge, il faut l'aider. Donc pour moi, c'est essentiel, la prise en charge de la famille. Alors bien évidemment, on associe la famille à toutes les phases de l'évolution. Il faut qu'il y ait une complicité qui s'installe entre les soignants et la famille. Il faut savoir que lorsque une famille subit ce séisme, qui est un séisme identitaire, c'est-à-dire que la famille elle-même ne se reconnaît plus, puisque la relation entre les individus dans une famille est une relation qu'on pourrait qualifier, que certains qualifient en tout cas de systémique, c'est-à-dire que ce qui atteint l'un des individus, et en particulier son identité, et c'est là la particularité de la lésion cérébrale, atteint l'identité des autres membres de la famille. Et donc, ce que ces familles attendent, c'est d'être entendues, mais aussi comprises. Ce que les associations de familles de traumatisés crâniens peuvent faire, c'est justement de partager cette expérience, et c'est pour ça que nous parlons de la force de l'union. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on sort de la rééducation et qu'on passe à la réinsertion sociale ou professionnelle ou scolaire, suivant l'âge de la personne atteinte de lésions cérébrales. Mais on arrive à trouver quand même des équipes formées, y compris après la sortie de la rééducation. Et puis aussi, dans les associations de familles de traumatisés crâniens, c'est tout un travail qui est fait, c'est-à-dire informer, accompagner ces familles. Parce que le traumatisme crânien, c'est pour toute la vie. Donc ce sont des familles qu'il va falloir accompagner et des blessés tout le long du reste de leur vie. Enfin, depuis mon accident, c'est vrai que moi, je me suis rapproché plus de ma famille et c'est vrai qu'eux m'aident beaucoup et gèrent, que ce soit au niveau des papiers et des autres, c'est ma mère qui s'occupe de tout parce que moi, je serais incapable de le faire, quoi. Par exemple, pour les impôts, pour des choses comme ça, je ne saurais pas, quoi. 20 ans après, je peux dire que tous les jours, l'accident de Vincent passe devant mes yeux. Et dans un premier temps, je me suis dit, mais je ne vais pas pouvoir survivre à ça si ça passe en boucle. Et finalement, ça a été comme un défi et je me suis dit, il faut que j'arrive à me servir de ça pour positiver. Tout seul, on ne pourra rien. Moi, si j'avais été toute seule et que j'ai voulu créer un foyer d'accueil médicalisé dans ma région, que j'ai voulu un meilleur accueil des familles et des blessés à l'hôpital ou en centre de rééducation, je n'y serais pas arrivée. Ce qui a été important, c'est qu'on s'est trouvé un certain nombre ensemble qui avons eu envie de faire bouger les choses. Et ça, c'est l'intérêt de nos associations de famille. Mais on va être là, nombreux, on va pouvoir faire remonter nos besoins parce que faire remonter les besoins d'une seule personne, ça ne va pas faire changer la face du monde, ni nos financeurs, ni nos politiques. On ne peut avancer que si on est nombreux, unis et dans une cohésion et avec l'envie de faire ensemble des choses.
Si on est seul, chacun dans son coin, on n'y arrivera pas. La personne qui souffre de lésions cérébrales doit être aidée parce qu'elle a des difficultés au quotidien par rapport à son environnement, mais elle peut aussi continuer d'aider les autres. Et ça, c'est une grande leçon de vie. Il ne faut pas croire que les choses sont aussi simples qu'il y aurait une personne en situation de force et une personne en situation de faiblesse. Les personnes qui sont en situation de faiblesse peuvent nous donner de la force, aussi bien par le sens qu'elles nous aident à porter que par la force qu'elles ont encore en elles, qui est souvent une immense leçon de vie. Ce ne sera pas la même vie qu'avant le problème de santé, mais ce ne sera pas non plus radicalement une autre vie, parce qu'on est la même personne. On a le même corps, on a la même âme, le même cœur. Et il y a eu une rupture, mais il y a la cicatrice. Et c'est ça qui fait que on va pouvoir, comme le phénix, renaître de ses cendres.